Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité de Windows Server 2019 appelée IPAM, qui est un serveur de gestion des adresses IP, appelé aussi IP Address Management, qui fait partie des serveurs de presque tous les serveurs Windows Server 2012, 2016, 2019 et voire 2022, qui est une suite intégrée d'outils pour permettre la planification, le déploiement, la gestion et la surveillance de bout en bout de votre infrastructure d'adresse IP. Avec une expérience utilisateur riche, IPAM vous permet de découvrir automatiquement les serveurs d'infrastructure d'adresse IP sur votre réseau et vous permet de gérer à partir d'une infrastructure, d'une interface centrale. Ici, vous allez voir que IPAM, nous avons quelques fonctionnalités ici, que IPAM comporte. Et là, nous avons la gestion de l'espace d'adressage, la gestion de l'espace d'adressage virtuel, la gestion et la surveillance multiserveur, l'audit réseau et contrôle aussi. L'accès est basé sur les rôles. Et si nous verrons un peu ici, nous avons une infrastructure IPAM qui comprend les composants principaux, qui est un client IPAM, un serveur IPAM et aussi un serveur géré qui contrôle le domaine, le serveur NPS qui est aussi un modèle de serveur Radius, DNS et DHCP. Et un autre serveur aussi dans lequel vous pouvez aussi installer Active Directory qui va me prendre en compte le DNS. Ensuite, nous avons maintenant un peu les composants de l'infrastructure. Nous avons notre architecture ici, l'architecture de IPAM. Et là, dans l'architecture de IPAM, vous avez le client IPAM qui est là, le client IPAM qui est là, et un IMAP serveur qui est là, et vous avez le serveur géré. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de ce composant, au niveau du client IPAM, c'est un ordinateur client IPAM qui va permettre d'exécuter Windows Server 2010, 2012, 2016, etc. ou un Windows 8 avec l'outil d'administration de serveur distant appelé ici RSAT. Pour Windows 8 maintenant, si c'est Windows 8 qui est installé. Ici, l'ordinateur exécute Windows Server selon sa version. Le client IMAP est automatiquement sélectionné pour l'installation sous fonctionnalité, c'est-à-dire outil d'administration du serveur distant, outil d'administration des fonctionnalités et le client de gestion des adresses IP IMAP lorsque vous l'installez. Lorsque vous installez IMAP Server, dans sa configuration maintenant par défaut, IMAP Client est installé sur le même ordinateur avec IMAP Server, mais cela n'est pas nécessaire. Vous pouvez installer aussi également le client IMAP sur l'ordinateur exécutant Windows 8 ou Windows 10 en installant des outils d'administration à distance qui est là, ce TRSAT. Ensuite, si on essaie maintenant d'avancer un peu, maintenant on va se baser un peu sur la communication avec les clients. La communication avec les clients, le client IMAP va communiquer avec un serveur IMAP en utilisant le protocole Windows Communication Foundation WCF. Le WCF maintenant va faire quoi? Lui, avec son TCP comme méthode de transport, par défaut, la liaison TCP qui va être effectuée sur le port 48885 sur du serveur IMAP. Et là, en cas de conflit de port ou de besoin de configurer le port du serveur, le numéro de port maintenant va faire quoi? Le numéro de port du serveur peut être configuré à l'aide maintenant des appels de commande sur le PowerShell. Et on peut utiliser la commande get IMAP configuration. Get IMAP, vous allez mettre tirer IMAP en I majuscule, IMAP configuration. Et aussi le set
-imap configuration. Maintenant, lorsqu'on prend le serveur IMAP lui-même en question, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du serveur IMAP, au niveau du, comment on dire encore, au niveau du serveur IMAP, là, vous allez avoir quoi? Quand vous venez au niveau du serveur IMAP, il est ici, comme il est un ordinateur membre du domaine exécutant Windows Server, ou un système d'exploitation ultérieur à part Windows Server 2019 ou Windows Server 2022. Donc vous ne pouvez pas installer IMAP Server sur un contrôleur de domaine, et il n'est pas recommandé d'installer IMAP Server sur le même serveur DHCP avec un serveur DHCP. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons maintenant la communication avec le serveur IMAP maintenant utilise comment on appelle ça encore, le Lightweight Directory Access Protocol, qui veut dire le LDAP, qui est basé sur le protocole Kerberos, bien sûr. Pour découvrir le domaine et les serveurs, il vous permettra de découvrir les domaines et les serveurs DHCP dans la forêt Active Directory. Et ce protocole maintenant, session message bloc qu'on appelle SMB, est utilisé pour récupérer les informations de bail d'adresse IP du fichier journal d'audit sur les serveurs DHCP. Et là, le serveur IMAP maintenant va essayer de communiquer avec les serveurs DHCP générés pour obtenir l'utilisation de la portée du DHCP, la configuration de la portée, les informations de configuration du serveur et les événements opérationnels du DHCP. Et les informations de configuration sont acquises par PowerShell pour le serveur DHCP à l'aide de la commande ms-dhcpm. Et là, nous avons aussi des ports de communication spécifiques qui sont spécifiques, qui doivent être maintenant activés par le pare-feu Windows pour que cette communication réussisse. Là, maintenant, si on prend le cas des informations de bytes d'adresse IPv4, IPv6 qui sont obtenues à partir d'un fichier journal d'auditeur sur le serveur DHCP à l'aide du SMB, et le serveur IMAP récupère également régulièrement l'état du service pour le serveur DHCP et DNS à l'aide de MS-SCRMR. Et ensuite, pour finir cette partie, nous allons parler de quoi? Le serveur IMAP maintenant va vous permettre de communiquer avec les serveurs DNS pour obtenir la configuration du serveur et les paramètres de zone avec la commande qui sera utilisée sur le PowerShell pour le DNS server en utilisant ms-dnsp respectivement, et aussi on utilisera aussi cette même commande pour le contrôleur de maintenant et les serveurs NPS à l'aide de ms-env-n6 pour collecter les informations d'ouverture de session utilisateur et ordinateur qui sont générées lorsqu'une demande d'accès au réseau est authentifiée. Donc c'est ça. Et vous avez aussi, bon, si on prend un peu le cas de la base de données de IPAM ici maintenant, le cas de la base de données IMAP, ce que je vous parlais ici des cas d'audit et où ça, ça c'est un peu, si on prenait un peu cette communication, on parle par exemple de l'expiration de l'adresse, c'est quand l'état, comment dire encore, c'est quand il suit l'état d'expiration de l'adresse IP et enregistre la modification, et ça, sa fréquence par défaut c'est un jour. Ici la fréquence par défaut de ça c'est un jour. Si nous venons au niveau de l'utilisation de l'adresse, elle va permettre de collecter les données d'utilisation de l'espace d'adressage IP à partir du serveur DHCP pour afficher l'utilisation actuelle et l'historique. Et là aussi vous verrez que adresse utilisation, sa fréquence par défaut est 2 heures normalement.
Au niveau de l'audit, nous avons une fréquence par défaut qui est de 1 jour et qui va vous permettre de collecter les événements opérationnels du serveur DHCP et IMAP, tout en collectant également des événements à partir du contrôleur de domaine de NPS et du serveur DHCP pour des suivis d'adresse IP. Et là, maintenant, nous avons la disponibilité du serveur qui est de 15 minutes, qui collecte des informations sur l'état du service à partir du serveur DHCP et DNS. Nous avons là ensuite la configuration du serveur qui est de 6 heures, sa fréquence par défaut bien sûr, qui collecte des informations de configuration à partir du serveur DNS et DHCP pour afficher dans l'espace d'adressage et des fonctions de gestion de serveur. Nous avons maintenant ici la découverte et les serveurs de discovery, découverte du serveur, qui a une fréquence de 1 heure, qui autant pour moi pas d'1 heure, plutôt d'1 jour. Il va vous permettre maintenant de détecter automatiquement les contrôleurs de domaine, les serveurs DHCP et les serveurs DNS dans les domaines que vous sélectionnez. Ensuite, nous avons les services maintenant de monitoring, des services de supervision qui ont une valeur par défaut, fréquence par défaut de 30 minutes, qui vous permet de collecter les événements d'état de la zone DNS à partir des serveurs DNS. Donc, si nous venons ici maintenant pour prendre la base de données IPAM, qu'est-ce qu'elle fait? Les informations qui sont contenues dans cette base de données IPAM sont régulièrement mises à jour par des tâches de collecte de données et peuvent être modifiées par les administrateurs. Par exemple, lorsqu'un administrateur crée un groupe logique personnalisé ou attribue une date d'expiration à une adresse IP, qu'est-ce qui se passe? Ces informations sont stockées dans la base de données IPAM et associées à des serveurs générés spécifiques. Et là, la base de données fait quoi? La base de données IPAM maintenant tire partie de cette fonctionnalité Windows Internal Database, qui est le WID, que vous allez même, je pense, vous allez même voir ça ici. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Puis maintenant, ce WID là maintenant est une banque de données relationnelle qui est automatiquement installée lorsque vous installez IPAM Server. Et IPAM ne prend pas en charge l'utilisation d'une base de données externe. Donc, ce qu'il faut vraiment prendre en compte. Et vous aurez aussi le contrôle d'accès basé sur les rôles. Les contrôles d'accès basés sur les rôles qui ne sont pas aussi mauvais, qui sont beaucoup plus utilisés aussi. Et vous avez quoi encore? Si nous venons un peu ici, au niveau de cette maintenant des rôles basés, des rôles d'accès, des rôles d'accès, des rôles basés sur les accès. Ici nous avons quoi? Nous avons ici le, comment dire, le IPAM, user, IPAM utilisateur maintenant, qui est un groupe de sécurité locale sur un serveur IPAM qui est créé lorsque vous essayez d'installer, la fonctionnalité IPAM. Là, les membres de ce groupe peuvent afficher toutes les informations de l'inventaire du serveur, de l'espace d'adressage et du moniteur de la gestion des nœuds de console. Ces mêmes utilisateurs peuvent afficher les événements opérationnels IPAM et DHCP sous le nœud Event Catalog, mais ne peuvent pas afficher les données de suivi des adresses IP. Si nous venons maintenant ici, on prend par exemple le cas de, comment dire encore, ici. Et là d'abord, on peut aller d'abord au niveau de IPAM Audit Administrator. Lui, il permet de faire quoi? Lui, il va vous permettre de faire une audit sur un groupe de sécurité locale sur un serveur IPAM qui est créé. Et lorsqu'il est créé maintenant,
vous installez la fonctionnalité EPAM, les membres de ce groupe maintenant ont tous les privilèges du groupe de sécurité EPAM User. Ils peuvent afficher les données de suivi des adresses IP et effectuer des tâches de gestion courante EPAM. Et l'administrateur, maintenant ici, l'administrateur maintenant qu'on a là, EPAM MSM, administrateur, lui va permettre maintenant de faire quoi? C'est un groupe de sécurité locale aussi, sur un serveur EPAM, qui est créé lorsque vous installez la fonctionnalité EPAM. Maintenant, les membres de ce groupe ont tous les privilèges du groupe de sécurité user et peuvent effectuer les tâches de surveillance et de gestion du serveur, en plus de ces tâches de gestion commune EPAM. Et là, au niveau du EPAM ASM, au niveau maintenant du EPAM ASM, nous avons quoi ici? Administrateur, pardon. Nous avons ce EPAM ASM administrateur est un groupe de sécurité locale sur un serveur EPAM qui est créé lorsque vous installez de même la fonctionnalité EPAM. Et les membres de ce groupe ont tous les privilèges, bien évidemment, du groupe de sécurité EPAM user et peuvent maintenant effectuer des tâches d'espace d'adressage, en plus des tâches de gestion commune EPAM. Et si on parle maintenant en dernier, nous avons là EPAM Administrator, qui est un groupe de sécurité local sur un serveur EPAM et qui va vous permettre aussi de créer lorsqu'il est créé, il va installer avec une fonctionnalité EPAM, et les membres de ce groupe ont les privilèges d'afficher toutes les données d'EPAM et d'effectuer toutes les tâches EPAM, ce qui fait qu'il a le dessus sur tous les autres. Voilà, c'était ça ce que je voulais expliquer, et on se retrouve dans une prochaine vidéo maintenant pour passer au premier pas qui est la mise en place du serveur EPAM. À très bientôt.